Hey, coucou tout le monde, c'est Nice. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on change un petit peu les habitudes puisque j'avais envie de m'essayer un petit peu au format vlog pour pouvoir vous parler de mes dernières lectures, donc pour faire un update lecture, pour pourquoi pas vous présenter mes réceptions du mois. Donc j'aimerais bien réussir à tenir un petit peu ce rythme sur un mois entier. J'espère que les vidéos seront pas très longues. En même temps, bon bah... il reste plus qu'à moi à ne pas trop vlogger non plus pour que ce soit pas très long. On va commencer tout de suite avec du coup une lecture, puis enfin plusieurs lectures. Voilà, donc je m'étais lancé un auto-challenge sur le mois de juillet et du mois d'août, donc sur les 2 mois d'été, où j'avais pris quelques mots qui me faisaient penser à l'été. Et j'avais choisi donc une lecture qui correspond à ce mois-là, à cette catégorie un petit peu. Et donc du coup, j'ai déjà lu 5 catégories. Il m'en reste plus qu'une. Et donc du coup, je vais pouvoir vous parler des 5 premières catégories que j'ai utilisées. Alors, pour l'été, ça m'a fait penser au soleil. Et donc du coup, soleil, espace. On fait le lien assez facilement. Je me suis lu les 3 tomes de Cosmoship Yamoto, qui sont grands, qui font une tête de Nice de haut. Ceux qu'on la rêve sont les vrais. Publié aux éditions Black Box chez Black Box et écrit par Leiji Matsumoto. Je continue avec Leiji Matsumoto que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, déjà c'est une œuvre à resituer dans son contexte, hein. Ça a été publié en 75 si je dis pas de bêtises au Japon. Donc voilà, c'est une œuvre qui a plus de 40 ans. C'est pas mal pour l'époque, clairement. J'ai beaucoup aimé, notamment le premier tome en fait. Le premier tome, je pense qu'il peut se suffire à lui-même puisque nous avons un voyage du Yamato, qui est du coup un... du Yamato, qui est le nom du vaisseau spatial que la Terre va utiliser. Au niveau du pitch de départ, en fait, la Terre en 2200 ou 2199 se retrouve complètement irradiée à cause d'une autre civilisation dans la galaxie qui est venue irradier notre Terre. Et donc du coup, les terriens sont obligés de vivre sous terre pour pouvoir résister, pour pouvoir vivre tout simplement. Et donc du coup, le Yamato... Faut que j'arrête de dire et donc du coup... Je me rends compte là en m'écoutant. Et voilà, le seul espoir de la Terre réside dans le Yamato qui doit aller aux confins de l'univers pour pouvoir récupérer un Cosmo Cleaner qui va pouvoir nettoyer la planète Terre de ses radiations et donc offrir la possibilité aux terriens de remonter à la surface pour pouvoir y vivre. Donc voilà, dans ce premier tome, nous avons toute cette histoire-là, donc la mise en place du Yamato, le voyage, le retour, et voilà, c'est une histoire qui se suffit à elle-même. Et dans les tomes 2 et 3, on va suivre plutôt une histoire, donc les 2 tomes sont liés, hein. On a un cliffhanger à la fin du 2 pour nous enchaîner sur le 3. Et donc là c'est plus 2 ans après le premier tome, les conséquences de, du retour des humains à la surface, etc. J'étais un peu frustrée à la fin, puisque à la fin on a un petit message de Black Box qui nous dit gentiment fin de la première partie. Fin de la première partie, mais c'est-à-dire que, voilà, c'est marqué histoire complète en 3 tomes. Donc comment on fait? Comment on fait nous? Hop, donc là... je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais globalement on nous balance dans la gueule, hein. Voilà, il y a une suite quoi. Et au niveau de l'histoire, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura une suite, donc il faut que je me renseigne un petit peu. Voilà, donc là pour le moment, je suis un peu mitigée, je reste un peu sur ma faim, mais c'est juste à cause de l'histoire. Enfin, juste à cause du cliffhanger de fin de série, quoi, voilà. On va passer au prochain. Alors, je sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis, mais on s'en branle, je vous la mettrai au montage si je la retrouve. J'ai lu Un simple monde, publié aux éditions Pika Graphique, et écrite par Mari Yamazaki. Alors dans cette histoire, dans cette œuvre justement, on va avoir 8 histoires courtes. Si je dis pas de bêtises, il y en a 8. En tout cas, il y a plusieurs histoires courtes. C'est très frais, c'est très doux, j'aime beaucoup, c'est du tranche de vie. En ce moment, j'ai pas mal envie de me plonger dans des œuvres un peu tranche de vie comme ça, où globalement il se passe rien, mais on est content de suivre le quotidien de personnes ordinaires. Et là c'est tout à fait le cas. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'autrice a beaucoup voyagé dans toute sa vie et elle va nous faire une histoire courte. Globalement j'ai l'impression que c'est par pays qu'elle a visité, dans lesquels elle s'est installée.
Donc on va avoir les États-Unis, on va avoir le Brésil, on va avoir l'Italie, on va avoir plein de pays comme ça avec des personnes ordinaires de chacun de ces pays. Et ce qui est vraiment très sympa, qui nous fait un fil d'Ariane en fait tout au long de l'ouvrage, c'est que chacune des histoires référence un petit peu les autres. Donc la première va poser un postulat de départ et la seconde va, par un moyen ou par un autre, intégrer un peu le contenu de la première histoire. Dans le contenu de la deuxième. Alors c'est pas forcément grand chose, ça peut être par exemple juste un personnage qui apparaît dans le background parce qu'il est en voyage dans un autre pays, ça peut être un objet qui va passer de l'un à l'autre, ça peut être une mention des autres personnages parce que ils peuvent être célèbres et du coup ils sont mentionnés dans l'histoire d'après. Voilà, c'est un ouvrage vraiment très doux que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu les 10 tomes de Teach Me Love que j'avais mis dans la catégorie Farniente. Alors je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça collerait bien. Pourquoi pas, on va pas chercher la logique avec les catégories, on s'en fiche un peu. Teach Me Love, donc c'est une histoire qui va nous parler de deux jeunes adolescents qui sont dans la même classe. Donc un garçon et une fille, la fille s'appelle Rei, le garçon Mahiro. Et Mahiro est un, comme je l'avais dit dans ma vidéo pile à lire, Mangatech pile à lire. Mahiro est un chou du cul, voilà, donc il fait l'éducation de pas mal de jeunes filles. Lui son credo c'est une fille, une coucherie et après c'est terminé. Et Rei est toujours vierge et elle veut confier son éducation sexuelle à Mahiro et si elle pouvait sortir avec lui ce serait mieux. Effectivement, on va vite arriver dans le cas. Mahiro tombe sur le charme de Rei et les deux personnes vont sortir ensemble. Donc ils sont dans la même classe, ils sortent ensemble. Et le troisième effet qui se coule, c'est que la mère de Rei et le père de Mahiro sont tous les deux divorcés de l'autre parent et vont se mettre ensemble. Donc ils vont habiter ensemble et du coup les adolescents vont aussi habiter ensemble. Donc ils passent littéralement H24 tout leur temps ensemble. Que ce soit effectivement à l'école, à la maison ou dans leur vie en dehors, quoi, pour les dates, etc. Alors, c'est une œuvre qui casse pas trois pattes à un canard, ça c'est clair. Il y a beaucoup de scènes de nus, principalement des demoiselles, puisque ça reste de l'ecchi, donc on ne peut pas montrer vraiment de scènes de sexe, etc. Mais il y a énormément de boobs dans ces livres, dans les 10 tomes. Alors, c'est quelque chose qui m'a pas spécialement dérangée en soi puisque j'étais prévenue, je me doutais clairement que ça allait partir là-dessus et voilà, c'est marqué tout de suite pour public averti dessus. On a le trigger warning à la fin de l'œuvre, sur le dos des œuvres. Donc voilà, je m'attendais clairement à ça. Il y en a, voilà, sur ce côté-là, on peut pas être déçu. Par contre, au niveau du scénario, c'est-à-dire que c'est pas cohérent, c'est clairement pas logique. Mahiro est censé être un personnage assez fort qui au final, à partir du moment où il rencontre Rei, où il se rend compte qu'elle existe, clairement parce qu'au début il la capte pas du tout. Donc à partir du moment où il se rend compte qu'elle existe, il ne voit plus qu'elle, il ne veut plus qu'elle, il est limite un petit chien mis en laisse complètement, en dehors de leur relation. Clairement c'est un petit chien quoi. Par contre dans leur relation il se veut un peu prof, un peu provocateur, un peu genre je vais te donner des punitions, etc. Ça sonne faux, ça sonne clairement faux et Rei, donc qui n'avait pas d'expérience amoureuse avant lui, va tout d'un coup se mettre à attirer les regards de tout le monde, puisque sinon c'est pas drôle et il n'y a pas de scénario. Donc l'autrice va nous mettre ici deux espèces de triangles amoureux. Donc il y en a un qui arrive vers les tomes 3-4 je crois, 3-4 par là ou 4-5. À la rigueur, celui-là il m'a pas dérangé parce que c'est le développement classique d'un shoujo, on est d'accord. Voilà, il m'a pas dérangé, il est relativement bien traité, etc. Ça, j'ai pas eu trop de soucis. Il y a eu quelques problèmes quand même de consentement, puisque tous les hommes sont vraiment dominateurs avec Rei. Ça, on aime un peu moyen. Limite, ils sont à la forcer à faire des trucs qu'elle veut pas, etc. Bref. Tant que c'est léger, on va dire que ça passe. Par contre, le deuxième, c'est n'importe quoi. Le deuxième triangle amoureux, on est clairement à ça du viol, voire
voire il y a du viol, hein, puisque pour qu'il y ait viol, moi je considère personnellement qu'il n'y a pas forcément besoin de pénétration à proprement parler, hein. On peut aussi considérer que bah voilà, des attouchements, etc., ça peut être considéré comme du viol si la deuxième personne n'est pas d'accord. Et là, on est clairement dans ce cas-là. Donc, c'est sur la fin de l'œuvre, donc je me permets de spoiler un petit peu, mais par contre, bah, pour moi, c'est important de le savoir. Et si je l'avais su, je ne me serais pas du tout penchée sur cette œuvre. Donc voilà, je préfère prévenir les gens au cas où. Voilà, si ce genre de thématique vous intéresse, bah allez-y, vous savez que c'est là-dedans. Et si ça vous intéresse pas du tout, bah passez votre chemin, comme j'aurais dû le faire. Ensuite, donc toujours dans mon auto-challenge, je me suis mis la catégorie barbecue, parce qu'après tout, en été, bah, on fait des barbecues, normal, la base. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi le... Oh putain... Le bonheur, c'est simple comme un bento de Yuzu. Publié donc en 2 tomes chez Nobinobi. Et pareil, c'est en arrêt de commercialisation, mais par contre, moi je les avais achetés avant de savoir que ça allait être arrêté. Et bien, depuis que je les ai lus, je comprends pourquoi c'est arrêté. Donc encore une fois, un peu une demi-déception. En fait, c'est un mélange en fait de tranches de vie et de déception. Voilà. Le premier tome, j'ai beaucoup aimé. On a plein d'histoires un peu indépendantes. Le seul contexte, c'est que l'histoire va se passer dans une ville où Yuzu habite, et Yuzu, qui est une petite fille, tient un magasin de bento, et donc du coup en fonction de ses clients, elle va pouvoir leur rappeler des souvenirs, de la nostalgie à travers sa cuisine, et globalement elle va résoudre les problèmes des gens avec sa cuisine. Donc au final, ce postulat de départ est assez simple, des petites histoires indépendantes, un chapitre, un client, un problème, un bento globalement. Là où ça pêche un peu, c'est sur le 2e tome où en fait on apprend l'âge de Yuzu. Et pour moi, dans ma tête, Yuzu avait peut-être, je sais pas, 7-8 ans par là. Bon, déjà qu'elle tienne un magasin de bento à cet âge-là, je trouve ça clairement pas réaliste, mais bon, on s'en fiche un peu. À la rigueur, elle sait se servir d'un couteau, elle sait faire de la cuisine, et puis ben voilà. Par contre, dans le 2e tome, on apprend qu'en fait, Yuzu a genre 5 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, je sais plus lequel des deux, mais bref, elle est encore bien plus jeune que ce que je pensais, et là, enfin, clairement non, quoi, c'est pas... ça marche pas. Pour moi, il y a un gros problème au niveau de l'âge du personnage principal, et voilà. Après, au niveau du dessin, c'est pas ouf. On est sur ce niveau de dessin-là. Voilà, donc des personnages très très ronds, mais j'ai l'impression un peu brouillon. C'est pas forcément le dessin qui va sauver l'œuvre, et quand malheureusement, bah ouais, moi clairement l'âge de Yuzu, ça m'a vraiment gênée. Pas indispensable. Et enfin, on va se dépêcher un petit peu. Je me suis fait... si je les présentais un par un les livres, ça peut être pas mal plutôt que d'essayer de les mettre tous les 3 dans ma main. Ensuite, j'avais mis ça dans la catégorie plage, puisqu'en été on va à la plage. Donc Les fleurs de la mer Égée, sans trop de reflets. La première couverture, ça donne ça. Publié aux éditions Komiku, et l'autrice c'est Akame Inoshita. Voilà. Alors, dans cette œuvre, on va nous présenter le personnage de Lisa, qui est la brune, et le personnage de Ola, pardon, comme le... Ouais, comme, voilà, le bonhomme de neige. Voilà pour la 3e couverture. Ça se passe pendant la Renaissance italienne, et Lisa est une personne donc qui habite à Ferrare, une petite ville italienne. Enfin, c'est l'époque où l'Italie n'était pas encore un seul et unique pays, c'était vraiment les cités conquérantes, quoi, les cités-états. Et du coup, Lisa habite dans une cité-état, et Ola est une jeune fille qui vient de l'Empire perse et qui est en voyage puisqu'elle va rechercher sa sœur. Et donc Lisa, qui est une femme assez indépendante et qui a envie de voyage, et etc. depuis sa plus tendre enfance, va sauter sur l'occasion pour se dire je vais venir avec toi et on va aller chercher ta sœur toutes les deux. Donc avec ce postulat de départ, moi j'attendais quelque chose vraiment voyage, vraiment dépaysant, etc. On a un peu cette notion là, sauf que c'est un peu...
je sais pas, au niveau du traitement, il y a quelque chose qui m'a gênée, puisque j'ai l'impression qu'en fait, donc elles vont voyager en bateau, et en fait j'ai l'impression que, bah voilà, au tout début on va parler du bateau, de comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont le mal de mer, comment ça se passe au niveau de la cabine, etc., le confort dans les bateaux, mais on va très vite passer de une ville à une autre, etc. Et il n'y a pas vraiment de transition entre les deux, il se passe une semaine, il se passe 2 jours, il se passe 3 mois, on n'en sait rien et c'est vite fait mentionné à un moment et on va surtout s'attacher à découvrir les villes qui sont le long de la mer Adriatique et dans la mer Égée. Oui, parce qu'en fait ça s'appelle les fleurs de la mer Égée, mais en fait la mer Égée, je crois qu'on y arrive genre super tard. Au départ, c'est surtout la mer Adriatique qui est le lieu principal de l'action. Donc voilà, on a aussi énormément de notes de l'autrice par rapport au contexte historique. On a énormément de notes aussi sur la bouffe, sur culinairement, qu'est-ce que les personnages vont manger, etc. Quelles sont les spécialités des différentes villes qu'elles traversent. Alors c'est très intéressant, par contre c'est pas ce que j'attendais. Je pense que maintenant que je sais ça, je vais peut-être refaire une relecture de cette œuvre dans quelques temps, histoire d'attendre que je l'ai oublié pour pouvoir essayer d'apprécier un peu plus ces notes, etc. Parce que clairement, entre le fait qu'on n'ait pas vraiment le voyage, qu'on ait une succession de villes et qu'on ait tous ces détails, ça nous casse complètement dans la lecture, ça nous casse le rythme et moi personnellement, le tout m'a un peu dérangé, donc au final sur le tome 2 et le tome 3, j'ai complètement zappé toutes ces notes et j'ai loupé plein d'informations qui sont sûrement très intéressantes. En tout cas pour celles que j'ai lues sur le tome 1, elles sont super intéressantes si on a envie de prendre un cours d'histoire. Par contre moi ça m'a complètement sorti de ma lecture et je suis passée outre sur, comme je vous ai dit, sur les tomes 2 et 3. Voilà, au niveau du dessin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, on a des personnages qui sont super bien dessinés, on a des vêtements qui sont, je pense, assez représentatifs de l'époque. Voilà, donc avec des coiffures et des robes magnifiques. On a des paysages qui sont vraiment très sympas. Et puis voilà, ça sent que l'auteur est allé faire des recherches sur les villes sur lesquelles elle a écrite pour avoir un peu un semblant de réalisme. Par contre, comme je vous ai dit, moi j'attendais quelque chose vraiment sur le voyage, c'est pas ce que j'ai eu et ça m'a un peu déçue. Voilà en ce qui concerne mes 5 premières lectures pour mon auto-challenge de l'été. Je vais vous laisser là et puis je reviendrai vous voir dans la semaine si j'ai d'autres lectures à vous présenter ou si j'ai des achats qui arrivent. À tout à l'heure! Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 et je vous prends parce que j'ai fait un petit tour en librairie avec un petit craquage, donc voilà, autant insérer ça directement dans le vlog à ce moment-là. On va commencer par les mangas. Après tout c'est ça que vous voulez voir, non? Donc j'ai continué la série Chobits puisque j'avais reçu le 8e tome par les éditions Pika, j'avais participé à un concours et ça a été la première fois de ma vie que j'ai gagné un concours. Donc j'avais gagné le tome 8 mais j'en avais aucun, donc le mois dernier je m'étais procuré les 3 premiers et là j'ai continué avec les 4 et 5. J'ai pas pris la suite parce que la librairie ne l'avait pas, mais bon. Du coup je me suis retournée sur Magic Knight Ray Earth avec toujours un nom imprononçable pour moi, donc toujours de chez Clamp, qui est en cours de réédition, le tome 1, 2, 3 et 4. Oula, je les ai fait à l'envers, non ça c'est le 1 et puis le premier que je vous montrais c'était le 4. Voilà, donc toujours chez Clamp. J'avais très envie de me refaire cette série. Je crois que j'avais regardé l'animé quand j'étais plus jeune et puis je les ai jamais eu en papier, donc voilà, c'était l'occasion. J'ai pris tout ce qui était sorti et comme ça je suis tranquille pour un petit bout de temps.
Ensuite, j'ai reçu cette semaine le tome 5 de Alpi, publié aux éditions Kiyun. Et enfin, ça fait des mois que je passe devant et que je ne le prends pas parce que non mais c'est un comics, non mais c'est sur des super-héros, non ceci, non cela, je trouve toujours une bonne excuse. Et pourtant, à chaque fois que je le vois, je m'arrête devant cette couverture que je trouve littéralement sublime. Donc bah voilà, fallait qu'à un moment ou un autre je craque, ça a été aujourd'hui. Et j'ai pris donc le one-shot d'Arline, publié chez DC Comics, Urban Comics. Voilà. Je trouve que la couverture est vraiment très très belle. J'ai feuilleté un peu à l'intérieur aussi, c'est un dessin qui me plaît, j'aime beaucoup. En plus c'est un one shot, donc bon ben voilà, comme je disais tout à l'heure, une série en 3 tomes on trouvera de la place. Un one shot on trouvera de la place aussi, non? Je voulais également vous montrer, j'ai reçu ma contrepartie Tipeee, puisque ça y est, je me suis enfin lancée. Je soutiens Kali sur Tipeee, et donc elle m'a envoyé les 2 cartes postales, donc celle du premier type et celle de l'illustration de l'année. Celle-ci c'est l'illustration de l'année. Je la trouve vraiment très très belle, elle est magnifique. Donc c'est un peu sur le thème de ces citrouilles qu'elle avait fait, le jardin des citrouilles. Voilà, je la trouve magnifique. Et celle-ci, c'est la carte du premier type, avec donc un petit message manuscrit à l'arrière. Voilà, je trouve trop chou, donc je voulais vous les montrer. C'est tout pour mes achats. Sinon, au niveau lecture, j'ai lu donc dans la semaine le premier tome de Grimoire Écarlate, publié chez Nueve Graphics. J'aime beaucoup. Dans cette histoire, on va suivre donc une jeune magicienne qui ne sait pas qu'elle est magicienne. Elle va hériter d'un grimoire par sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et ce grimoire renferme une bête magique qui est le petit chaperon rouge, et qui va lui en faire voir des vertes et des pas mûres, mais au final elles vont s'allier pour faire face à leurs ennemis tout simplement. Pour le moment je trouve que c'est assez classique, ça ressemble beaucoup à Pandora Hearts avec le système de d'association entre les humains et les chains, puisqu'il y a un contrat qui va lier la bête du grimoire à la magicienne. Donc voilà, je trouve ça très classique, cependant c'est un style qui marche sur moi complètement, donc voilà, j'attends la suite avec impatience. Contente d'avoir craqué. Et sinon, j'ai commencé la série Les vacances de Jésus et Bouddha. Donc là, j'ai lu que le premier tome, je l'ai lu hier soir. Donc je pense lire la suite aujourd'hui et demain et le reste de la semaine. Pour le moment, j'aime beaucoup. C'est pas vraiment une histoire construite, en fait. On va suivre les personnages de Jésus et de Bouddha, merci, le titre n'était pas assez explicite, qui sont en vacances. Le titre n'était toujours pas assez explicite, donc ils sont tous les deux en vacances sur Terre, et on va suivre un peu des tranches de vie un peu à caractère humoristique. Et voilà, ça va être très très drôle. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'humour qu'il y a dedans. Moi j'ai les 12 premiers volumes et je crois que le volume 17 a dû sortir cette année en mai si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais rattraper mon retard en lecture de tous les tomes que j'ai, et après si j'accroche toujours autant, j'achèterai la suite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si jamais j'ai d'autres lectures à vous faire part dans la semaine, je reviendrai vous voir tout simplement. Et puis on se dit à tout bientôt. Ciao. J'ai commencé à faire un peu le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème sur un des rushs. Donc je vais vous refaire une partie de mon book haul du 14 août, une semaine plus tard. Bon, c'est pas grave, c'est dans la même vidéo pour vous, ça fait que quelques secondes d'écart. Donc on va recommencer tout de suite. Et puis oui, j'ai vu aussi que la vidéo était assez longue, donc je vais essayer de speed un peu.
Je me suis procuré le tome 4 de Grand Blue chez Mégane Édition, un titre que j'aime beaucoup, qui parle d'humour et à chaque fois ça me fait exploser de rire. Donc, enfin en tout cas pour les 3 premiers tomes j'ai explosé de rire, donc j'espère que la suite va être pareille puisque c'est un peu mon petit bonbon. J'aime beaucoup lire du Grand Blue quand ça va pas, donc voilà, j'en attends beaucoup, toujours à chaque fois des tomes de Grand Blue, je les attends comme... Je sais pas, je les attends. J'avais aussi acheté Malgré tout, publié chez Dargo, les auteurs, Jordi Lafèbre. C'est un livre graphique que j'avais, un roman graphique que j'avais vu énormément passer sur les réseaux sociaux, sur Booktube, etc. Et il m'avait donné très envie. Et si j'ai tout bien suivi, on va avoir une histoire qui peut se lire dans les deux sens, puisque le premier chapitre est numéroté 20, et ça va être des personnes âgées qui vont se rappeler au fur et à mesure des chapitres leur jeunesse, enfin les différentes étapes de leur vie, et donc une fois qu'on l'a lu dans le premier sens, on va pouvoir le relire dans l'autre sens pour avoir les éléments qui s'enchaînent chronologiquement. Je trouvais le concept super intéressant et bah voilà, j'ai craqué. Et ensuite, donc la fin de mes achats librairie du 14 août, j'ai acheté les 3 tomes de Dans les yeux de Lia, publiés aux éditions Dupuis, et les auteurs c'est Cuna et Carbone. Donc Carbone au scénario et Cuna dans le rôle de la dessinatrice. C'est un dessin que j'aime particulièrement. Ça fait un peu film Disney. J'aime beaucoup. On va suivre une petite jeune fille, donc Lia, jeune fille qui a 20 ans, et malheureusement sa vie a changé du jour au lendemain vers ses 16 ans lorsque un chauffard l'a renversée et l'a laissée pour morte sur le bas-côté de la route. À cause de ça, le fait qu'il n'ait pas appelé les secours, etc., ça a sectionné sa moelle épinière. Enfin, les médecins n'ont pas pu la sauver et donc elle se retrouve paraplégique et elle va se faire embaucher dans un cabinet d'avocats pour essayer de retrouver le chauffard qui lui a fait ça. Je vous en parle très prochainement, ça a été déjà lu, c'est une pépite, je conseille. Donc voilà, c'est tout pour mes achats en librairie de la semaine dernière. Par contre, cette semaine, j'ai pu recevoir une commande que j'avais faite sur Vinted. J'ai acheté plusieurs tomes à un même vendeur et donc j'ai réceptionné son colis dans la semaine. Tout d'abord, donc, les 3 tomes de Steins Gate. J'ai pas du tout regardé l'animé, il paraît que l'animé est bien mieux que le manga, donc bon bah je suis plutôt manga que animé. Donc je me ferai mon petit avis toute seule. Et puis si ça me plaît, bah, je ne pourrai aller que vers le mieux, vers l'animé. Ensuite, je lui ai pris également les 4 tomes de The Irregular at Magic High School Enrollment. Alors là par contre, le nom du titre, alors The Irregular ça me disait quelque chose. Par contre, le fait qu'il y ait Enrollment derrière, je me demande si ce serait pas un spin-off. Donc voilà, j'en ai profité de les prendre parce que je les avais notés dans ma wishlist un jour. Et bah voilà, ils les vendaient en même temps que tout le reste. Donc bon, je les ai pris. Par contre, va peut-être falloir que je regarde si je peux les lire tout de suite ou pas. Enfin, tout de suite, vous me connaissez. Et enfin, la série pour laquelle j'ai fait cette commande, oui, parce qu'il y avait quand même un but derrière tout ça, c'était pour avoir les Raizei Kamika. Hop. Donc publié chez Delcourt Tonkam, et l'auteur c'est Hajime Segawa. Si jamais vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur de Tokyo ESP et de Garai, qui a été adapté en animé sous le titre Garai Zero, puisque ça va être le préquel l'animé va être le préquel du manga. Et donc Garai c'était chez Pika et Tokyo ESP c'est chez Panini. Donc là on est sur un 3e éditeur avec Delcourt Tonkam. Et en fait, je me suis procuré cet tome de peur, tout simplement de peur, puisque l'auteur souffre d'une malédiction d'arrêt de commercialisation, j'ai l'impression. En tout cas, les Garai ne sont plus commercialisés chez Pika, ça c'est sûr, et les Tokyo ESP, bah, Panini est en train de les sortir progressivement, enfin de condenser les tomes pour en sortir des volumes triples. Et les premiers tomes, donc jusqu'au tomes, si j'ai pas de bêtises, 9 ou 10 ne sont plus achetables en neuf, et Panini n'a pas l'air de vouloir les réimprimer pour trouver un nouveau public sur cette série, et je trouve ça dommage. Donc là ils étaient dispo à 3 € le tome
sur un site d'occasion. Je les ai pris parce que je me suis dit si jamais dans un an ça fait pareil que pour ces autres séries, bah au moins je les aurai déjà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai juste acheté pour l'auteur. Et donc maintenant c'est censé être le moment où je vous dis que j'ai terminé mes 12 tomes des vacances de Jésus et Bouddha. Mais non, pas du tout, j'en ai lu 3... Bravo. J'en ai eu 3 parce que je me suis concentrée un peu sur la lecture de Sword Art Online, le tome 3. Voilà, donc j'ai préféré me concentrer là-dessus plutôt que sur les vacances de Jésus et Bouddha. C'est pas que j'aime pas, au contraire, j'aime beaucoup. Par contre, le fait que ce soit pas vraiment suivi, que ce soit vraiment des chapitres gags en fait, et bah ça me fait un peu drop le truc. Enfin, je suis contente quand j'en lis un tome, mais quand j'en termine un, j'ai pas spécialement envie de reprendre le prochain tout de suite. Bref, donc dans ce tome 3 de Sword Art Online, on va faire la connaissance d'un nouveau personnage qui va être très intéressant pour la suite, que j'aime beaucoup. Il s'agit de Shinon, la snipeuse. Voilà, que vous dire de plus, c'est un tome où j'ai bouffé littéralement la première partie. La première partie est bien plus courte que la deuxième, hein. Au niveau du découpage, on est comme ça, donc première et deuxième. Je les ai littéralement bouffés en quelques jours à peine, oui, parce que je l'ai pas commencé tout de suite, je l'ai pas commencé cette semaine, hein, je l'avais déjà qui traînait d'avant. Donc je crois en 2 jours j'ai lu la première partie et il m'a fallu un peu plus longtemps pour lire la deuxième partie. Vous pouvez demander à Monsieur Neis. Il y a un chapitre très très long, donc celui qui se passe au moment du tournoi, enfin celui qui nous raconte le tournoi. Il doit faire à peu près 60 pages. Et je le lisais le soir en allant me coucher et je m'endormais. Enfin, je lisais 3 pages et je m'endormais, donc j'ai mis au moins 1 semaine pour lire à peu près 10 pages. Voilà, ça m'aide pas trop à avancer dans le roman, mais bon, c'était pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que je tombais littéralement de fatigue cette semaine. Voilà, donc je me suis mis un petit coup de boost et je l'ai terminé hier soir ou avant-hier soir. Avant-hier soir. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir retourner à mes mangas. Voilà, c'est tout pour ce mois d'août. La semaine prochaine, j'avais prévu de faire une vidéo pile à lire puisque j'ai 2 challenges qui arrivent. Oui, je vous ai déjà dit, je me motive principalement grâce à des challenges pour faire mes lectures. Donc je ne pouvais pas étirer ce vlog jusqu'à la fin août. Par contre, bah, le prochain, du coup, j'essaierai de le prendre le 1er septembre et de le terminer, enfin de le poster le dernier dimanche de septembre. Est-ce que je vais produire des choses encore aussi longues que celui-là? Je sais pas, je me dis qu'il y a quand même 2 semaines de plus, donc ça risque d'être des vidéos assez longues. Bon, on verra bien si ça vous plaît ou pas. Allez, je vais m'arrêter ici, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente semaine, et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!